Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Chaude matinée à Kolda, les conducteurs de mototaxi ont saccagé les locaux du commissariat central et barré différentes artères de la commune. Nous serons en direct dans ce midi avec notre correspondant Abdoulaye Diallo. Des cas d'enlèvement d'enfants, cela défraie la chronique des individus à bord de véhicules particuliers. Tentent des pièges aux tout petits. Face au phénomène, les parents sont loin d'être rassurés. Khalifa Sall réagit à la déclaration de Serine Abdoul Aziz Sy Al-Amine. Je ne suis demandeur de rien, dit-il. Les propos du maire de Dakar rapportés par Barthélémy Dias sur RFM. Une plainte contre le maire de Dieuppeul Derklé Castor, l'association pour la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption en Afrique compte saisir la justice. Escroquerie et détournement d'objectifs, c'est ce qui est reproché à Chergué. Ce dernier parle de diversion et d'enfantillage. Le SAS en grève d'avertissement de 24 heures ce jeudi. C'est pour le respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Bonjour Sornana Tambaye. Bonjour Antoine Diouf. Les titres de l'actualité internationale. En Gambie, on prépare les élections législatives. 239 candidatures ont été retenues pour ce scrutin prévu le 6 avril prochain. La campagne électorale va commencer demain pour finir le 4 avril. En République démocratique du Congo, la dépouille de Étienne Tshisekedi entre deux tombes. Les autorités du pays et la famille ne s'entendent toujours pas sur le lieu d'inhumation, et ceci 40 jours après la disparition du leader historique. Les titres sports, c'est avec Cher Tidiane Diagne, mais le développement, c'est aux alentours de 12h20. Bonjour Cher. Bonjour à vous Antoine Diouf et bonjour à tous. Assemblée générale de la CAF ce jeudi, Issa Ayatou veut remplir. Le Sénégal semble lui apporter son soutien. Vous entendrez le président de la Fédération sénégalaise très nuancé sur la question. Ligue des champions en Europe, suite des huitièmes de finale ce soir. Gaston Mbengue, dégoûté par la lutte, le promoteur décide de se retirer du moins momentanément de l'arène. En basket, Pikine crie son désarroi face au manque de moyens. Fraude sur l'électricité, c'est le sujet de point de vue aujourd'hui. Aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Des troubles à Kolda. Il s'agit de conducteurs de moto-taxi qui sont en colère. Ils ont saccagé les locaux de la police, brûlé des pneus et barré différentes artères de la commune. Abdoulaye Diallo, vous êtes en ligne. Bonjour. Oui, bonjour Antoine. Et cela fait suite à la bousculade dont un des leurs serait victime du fait de la police. Alors, quelle est la situation à l'instant? Effectivement, oui, Antoine, les mouvements des conducteurs de taxi-moto de la nuit dernière dans la commune de Kolda se sont amplifiés ce matin. Les jeunes ont brûlé des pneus et barré la route sur plusieurs axes de la ville de Kolda. À Sarekemo, à l'entrée du pont Abdoul Diallo, sur l'axe de la gouvernance. Ils ont aussi envahi les locaux du commissariat de la police urbaine. Il a fallu l'intervention et le renfort des militaires pour que les jeunes quittent les lieux. Il y a eu aussi des jets de lacrymogènes pour faire reculer les assaillants. À un moment, les jeunes avaient même tenté de pomper de l'essence dans les stations à essence pour aller incendier les locaux du commissariat, mais cela n'a pu aboutir en toi. Présentement, la circulation est bloquée et perturbée dans la commune de Kolda sur plusieurs axes. La mobilité des usagers est impossible. Tout à l'heure même, les jeunes ont envahi le magasin d'un commerçant mort et s'accaparé des sachets d'eau qui étaient à leur portée. Les élèves des écoles riveraines du centre-ville ont été également délogés. Présentement, Antoine, ce sont les militaires qui assurent le maintien de l'ordre et les policiers se sont terrés dans les locaux du commissariat. Les jeunes ont tout cassé dans le commissariat. Ils n'ont rien laissé. Murs, enseignes, toitures, portes et fenêtres, tout a été saccagé. Les lieux sont émaillés de cailloux et de gourdins. Même le domicile du commissaire n'a pas été laissé en rade. Antoine, ces jeunes accusent un policier d'être à l'origine d'une chute d'un conducteur de taxi-moto dans le fleuve de Kolda. Le conducteur et sa cliente sont victimes d'une fracture au niveau de leurs jambes. Ils sont présentement internés au service d'urgence de l'hôpital régional de Kolda. Donc c'est une situation que nous vivons ici à Kolda. Vous suivez la situation pour nous, Abdoulaye Diallo. Merci. La situation donc très chaude à Kolda, affrontement entre manifestants, disons conducteurs de moto-taxi et forces de l'ordre.
Nous allons suivre la situation avec notre correspondant permanent. Il est 12h05, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Khalifa Sall réagit à la sortie de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Je ne suis demandeur de rien, dit-il. Dans le journal L'Observateur du jour, le porte-parole du khalife général des Tidjanes déclare que le maire de Dakar s'est retrouvé en prison parce qu'il a commis des erreurs du fait de son entourage. Le marabout ajoute qu'il a demandé au chef de l'État de faire libérer Khalifa Sall. Ce dernier a réagi via un de ses collaborateurs. Barthélémy Diaz, il est joint par Babacar Fall. Je voudrais d'abord remercier Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, porte-parole de la famille Sy de Tivaouane, par rapport à l'attention qu'il porte au dossier de Khalifa Sall. Mais je voudrais d'emblée dire que pour le compte et pour le nom de M. Khalifa Sall, Khalifa Sall n'est demandeur d'aucune faveur, parce que n'étant coupable d'absolument rien du tout. Je rappelle que Khalifa Sall aujourd'hui n'a commis qu'une seule erreur, c'est de nourrir une ambition présidentielle pour le Sénégal qu'il a dû naître et grandir. Donc je voudrais dire à l'endroit de toutes les forces de la nation, qu'elles soient des forces religieuses, des forces vives, de quelque nature qu'elles soient, que Khalifa Sall aujourd'hui est victime d'un complot politique, d'une machination politique, et on attend les différents leaders d'opinion de ce pays qui dénoncent cette façon de pratiquer le pouvoir, qui consiste à instrumentaliser une certaine partie de la justice sénégalaise à des fins partisanes, claniques et politiciennes. Donc, dire à l'endroit de tout le monde que voici la position de Khalifa Sall. Il n'est demandeur de rien du tout. Barthélémy Diaz, un des proches de Khalifa Sall, une plainte plane sur la tête du maire de Dieuppeul-Derklé Castor. L'association pour la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption en Afrique compte saisir la justice d'une plainte donc contre Cheikh Gueye pour escroquerie financière et détournement d'objectifs. Cette structure soutient que les 100 millions du fonds de secours aux indigents ont été utilisés à d'autres fins. Une marche de protestation et d'autres actions sont aussi prévues par l'association, par la dite association. Nous allons écouter son président, le président exécutif de cette organisation, Seydina Oumar Touré, avec El Hadj Ndiogou Diène. Les mêmes fautes qui sont aujourd'hui imputées à Khalifa Sall, ce sont ces mêmes fautes qui se répercutent au niveau de la mairie de Dieuppeul-Derklé, notamment la manipulation des comptes 64-90 qui s'occupe des dépenses diverses et la manipulation des comptes 64-510 qui s'occupe des secours aux indigents. Alors, pour le secours aux indigents, il déclare avoir distribué dans la commune, la petite commune de Dieuppeul-Derklé, plus de 100 millions de secours aux indigents. Maintenant, je vais initier une plainte et accompagner d'une sommation d'huissier pour qu'il me donne la liste des gens à qui il a donné, n'est-ce pas, ces secours. Mais en réalité, il a une caisse d'avance. J'ai mené moi-même mes enquêtes en tant que structure de défense des droits de l'homme et des citoyens et je me suis rendu compte qu'il a une caisse d'avance. Et cette caisse d'avance est illégale. Alors c'est en ce moment-là que je demanderai au procureur de s'autosaisir pour l'inculper pour les mêmes motifs que Khalifa Sall a été inculpé. Le maire de Dieuppeul-Derklé Castor, contacté par la RFM, n'a pas souhaité réagir. Cheikh Gueye parle de diversion et d'enfantillage. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Après le piratage du système informatique de la CBAO et le vol de 500 millions de francs CFA, nous avons donné la parole aux usagers de banques. Ils se disent conscients du phénomène de la cybercriminalité et demandent aux institutions financières de renforcer leur sécurité pour mieux sécuriser, permettez la répétition, mieux sécuriser donc les comptes des clients. C'est un reportage d'Anna Rocha. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de soucis liés à mon compte personnellement. Alimatou Diallo est propriétaire d'un compte bancaire depuis 2 ans. Depuis 2015 donc, aucun souci avec sa banque, mais elle reste vigilante. La cybercriminalité la préoccupe. Bien sûr, ça nous inquiète tous parce que le fait de prendre de l'argent dans les banques, ça retarde beaucoup les activités.
que ce soit les activités privées, aussi les activités publiques aussi. Donc on doit vraiment remédier à cela. Pour mieux préserver l'argent des clients, il faut renforcer la sécurité. C'est l'avis de Abdoulaye Dabo, usager des banques depuis 2013. Voilà, renforcer la sécurité et pour en faire devoir de mettre frein à la cybercriminalité, les bandits, les criminels qui sont là, qui pensent à voler l'argent de tout. Donc pour mettre fin à ça, c'est de renforcer. Renforcer, oui, mais et si le criminel est à l'intérieur? Tierno pense que dans ce cas, il faut prendre les devants, garder un œil sur chaque employé. Vous savez, ici au Sénégal, certains arnaques là, on n'est jamais confronté à cela. Mais par rapport aux Américains et aux Français, eux, ils prennent toute initiative et ils anticipent ces genres de dégâts là. La question de la cybersécurité est prise en charge par l'État du Sénégal, à travers notamment la création d'une brigade spécialisée au niveau de la police. Et en attendant une stratégie nationale de lutte, les usagers de banques restent vigilants. Dans la lutte contre la cybercriminalité, notez que des juges et procureurs africains vont être formés sur la question. Le Sénégal abrite cette rencontre à partir d'aujourd'hui. Au terme de cette session, les acteurs et fonctionnaires judiciaires devront être en mesure de réagir de manière efficace à la menace de la cybercriminalité. Ils vont être initiés à ce qu'on appelle la preuve électronique, le compte-rendu d'Adama Anouchkaba lors de nos prochaines éditions. Depuis quelques jours, des cas d'enlèvement d'enfants sont relayés dans les réseaux sociaux et cela fait peur aux parents. En fait, il s'agit d'individus qui, à bord de véhicules particuliers, cherchent par tous les moyens à piéger les enfants et à les enlever à des fins inavouées mais dangereuses tout de même. Le reportage est signé à Wambaïa. Au bout de cette ruelle, en plein quartier de la Médina, des enfants âgés de moins de 5 ans jouent en groupe. Insouciants, ces garçons et filles ne semblent accorder aucune importance aux dangers qui pourraient survenir à tout instant. Mais leurs mamans sont bien au courant des disparitions subites d'enfants relayées par la presse ces derniers jours. Ndeye Ndiaye. Oui, je suis au courant et je sensibilise mes enfants et d'ailleurs même tous les gamins du quartier. Il ne faut pas qu'ils s'approchent des grandes personnes dans des voitures aux vitres teintées qui viennent vers eux. Sokhna Sène est avec son garçon de 10 ans. Justement, ce sujet l'intéresse. Mon fils ne va pas à l'école, mais je lui dis souvent de ne pas suivre des inconnus dans la rue. L'État doit vraiment nous aider face à cette insécurité. C'est trop, hein? Les parents n'en peuvent plus. À la Médina, rue 39, angle 18, ce jeune père de famille, vêtu de sa tenue de travail, s'apprête à monter sur sa moto. Il est très vigilant. C'est lui-même qui va aller chercher ses enfants à l'école. Il faut parler tout le temps avec ses enfants. Moi, j'en ai 2. L'un à 4 ans, l'autre 6 ans. Après l'école, je vais moi-même aller les prendre parce que nous avons un devoir envers eux. Surtout, restez vigilants. Les parents ne dorment plus du sommeil juste. Ils sont stressés par l'insécurité à laquelle s'exposent leurs enfants. Affaire Imam Alundao, les anciens pensionnaires de son Dara à Kaolack déplorent la longue détention dont le religieux est victime. C'est selon leurs termes, ils dénoncent les lenteurs dans le traitement du dossier de l'imam Dao. Écoutons l'un d'eux, Ibrahima Gueye. Il est au micro d'Ibrahima Diamé. Ça fait longtemps que nous attendons. Cela fait presque plus d'une année que Imam Dao est détenu. Nous avons lancé plusieurs appels. Nous sommes allés voir les marabouts, les chefs religieux. Nous avons tenu donc des séances de prière, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Alors, comme on dit, maintenant vraiment on est en train de mourir, on est en train de nous étrangler. Oustaz Alindon n'a plus droit à 2 heures de pause, maintenant il ne voit le soleil que pendant 30 minutes. Ce n'est pas du tout normal. Même ces droits humains ne sont plus respectés, sont bafoués. Ça, c'est des conditions que nous dénonçons. La pollution sonore encore qu'il est en train de vivre, ça aussi c'est illégal et inhumain. Au moins traitez-le comme un être humain. C'est ce qu'on leur demande. Même s'il ne peut pas donc sortir, qu'on le traite au moins comme un être humain. C'est tout ce qu'on demande. Retour sur la manifestation des populations de Kip-Kip, c'est dans la commune de Sébikotane. Le maire de la localité réagit. D'après Abdoulaye Lo, ces manifestants détiennent de faux papiers. Ils regrettent par ailleurs les incidents de dimanche dernier
Les populations de Kip dénoncent la spoliation de leurs terres. Voici le maire de Sébikotane, Abdoulaye Lo, micro d'Isidore Alexandre Sen. La veille qu'il devait faire une conférence de presse, avait demandé au délégué de quartier de Kip d'avertir la gendarmerie qu'elle soit présente pour qu'il n'y ait pas de bisbille. Donc je déplore cette situation. Je ne couvrirai jamais des manifestations de cet ordre. S'ils pensent qu'ils sont dans le droit, ils n'ont qu'à aller en justice. Mais aucun citoyen n'a le droit de se faire lui-même. Je connais la situation. Il y a beaucoup de lotissements non autorisés qui ont existé. Je les ai reçus le samedi matin. Le délégué de quartier, l'imam et de 2 personnes qui s'occupaient de ces dossiers. Ce n'est pas ceux qui ont parlé. Mais on m'a informé de l'un et de l'opposition. Peut-être que leur attitude vis-à-vis de moi est politique. Je leur ai tenu le langage de la vérité. En leur disant que discuter avec le promoteur qui a des papiers légaux pour qu'il vous paye les impôts. C'est qui le promoteur? Je n'ai ni vu de papier de la part des populations de Kip, ni vu de papier de la part du promoteur. Je n'ai jamais rencontré le promoteur, je ne le connais pas. Je leur ai dit, le lotissement que vous n'aviez pas fait n'était pas bon, n'était pas homologué. S'il était homologué, le cadastre en aurait été informé, le service des domaines en aurait été informé, et donc l'État n'aurait pas fait ce qu'il a fait. L'État a le droit, le plein droit, de titrer des terres du domaine national et de les donner à qui il pense qu'il veut, qui peut faire revivre ces terres. Moi, personnellement, je ne suis pas mêlé à cette affaire. À qui la faute? À ceux qui avaient laissé faire, peut-être à ceux qui avaient laissé faire, les anciens maires. Il faut le dire carrément. J'ai trouvé ici plus de 157 lotissements non autorisés. Et pourtant que j'essaie de régulariser. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. C'était un de nos titres. Le CS va observer une grève d'avertissement de 24 heures après demain jeudi. Les enseignants du supérieur réclament le respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Ils menacent de se radicaliser au-delà du 18 mars si les autorités ne réagissent pas. Le secrétaire général du CS, Malik Fall. Nous sommes réunis en bureau national élargi aux différentes sections des différentes universités du Sénégal le samedi 11 mars à la faculté des sciences et techniques. À l'issue donc de cette réunion, il a été décidé d'observer 24 heures de grève non renouvelable de jeudi, suivi d'une conférence de presse donc le même jour. Et ceci fait suite effectivement à un chronogramme qui nous a été proposé par le gouvernement. Donc nous pensons bien qu'au vu en cas donc de ce chronogramme, il a été décidé de surseoir à toute activité en attendant d'y voir un peu plus clair. Donc cette semaine-là, du 13 au 18, est une semaine qui est décisive pour nous, parce que ça nous permettra donc de jauger en tout cas l'engagement du gouvernement par rapport à ce chronogramme qui nous a été proposé. Si rien n'est fait maintenant d'ici le 18, alors ce qui est sûr et certain, c'est que nous allons aller vers un déclenchement de mouvement de grève. Nous avons un accord signé avec le gouvernement et ce qui nous intéresse, c'est la matérialisation de cet accord. Maintenant, si cet accord, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement d'aller vers la matérialisation de l'accord conclu avec le gouvernement sur la retraite. C'est ça notre point focal. Évoquons l'interdiction du transfert d'argent via Orange Money vers l'Europe. Cette mesure prise par la BCEAO il y a quelques jours n'a pas d'impact visiblement sur le transfert d'argent. Les usagers font plutôt recours à d'autres opérateurs. Reportage Mohamed Ali Bomba. 30 minutes. Portable en main, Adama se prépare à faire un transfert d'argent via Orange Money, mais pas vers l'Hexagone. Il semble avoir eu vent de la mesure prise par la BCEAO. Nous, on n'utilise que Orange Money ici. On n'a pas d'autres, on n'utilise pas d'autres transferts comme Ria, Western, non. On n'a que juste Orange Money ici. Mais ça va être difficile finalement. Ouais, ça sera dur. Cette mesure prise par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest n'a pas pourtant l'air d'affecter Ibrahim Aka. Ce monsieur tient un kiosque en ville. On a essayé, mais ça passait pas. Donc il l'a fait 2 fois, ça passe pas, donc il a arrêté. Donc cette réforme-là, ça ne va pas nous causer... Pour l'international, les gens peut-être préfèrent les autres transferts. Bon, Western, parce que moi, avec le Western, j'ai fait beaucoup d'envois vers l'international. La BCEAO souligne que le service Orange n'est autorisé que dans et entre les pays membres de l'UEMOA. La société Orange n'a pas de licence pour faire ou recevoir des transferts internationaux, notamment la France. Orange Money, je commencé à fonctionner pour Paris. Mon filet fonctionné. Non, mon filet.
Après la suspension de ce service, les propriétaires de kiosques ne sont pas pour autant affectés outre mesure. Les services suspendus n'entraînent pas un manque à gagner conséquent. Les Sénégalais utilisent Orange Money au Sénégal, mais quand il s'agit de faire des opérations internationales, ils préfèrent d'autres opérateurs. L'actualité internationale. Rebonjour Sornana Tambaye. Rebonjour Antoine. La Gambie, 239 candidatures ont été acceptées pour les prochaines élections législatives. Le scrutin aura lieu le 6 avril prochain. Le dépôt des candidatures a été clôturé le 12 mars dernier. La campagne débutera le 15 mars demain et s'achèvera le 4 avril. Mélanie Aminata Sambou. 239 candidatures pour le scrutin législatif du 6 avril, c'est ce qu'indique le communiqué de la Commission électorale gambienne, IEC. Après le dépôt des dossiers du 9 au 12 mars, se tiendra le jeudi 6 avril un scrutin dans les 53 circonscriptions. Selon une information diffusée par la Commission, une trentaine de candidatures émanent de l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, APRC, parti de l'ex-président Yaya Jammeh. Suite à sa défaite qu'il a contestée pendant 6 semaines à la présidentielle du 1er décembre 2016 face à Adama Barrow, Jammeh a dirigé la Gambie pendant plus de 22 ans. Accusant son régime d'abus de pouvoir, 6 des principaux partis d'opposition à Yaya Jammeh ont boycotté en 2012 la victoire de l'APRC aux législatives. 44 candidats ont été inscrits au total par le Parti démocratique unifié, UDP, une des principales formations du président Barrow. Nigeria, le président reprend les rênes du pouvoir. Mohamedou Buhari met ainsi fin au climat suspicieux, Antoine. Il a repris ses fonctions après 2 mois passés en Angleterre. Comme l'exige la Constitution, le chef d'État a formellement écrit au Sénat et à l'Assemblée nationale pour signifier la fin de la période d'intérim. C'est le vice-président qui était aux commandes depuis le 19 janvier. L'entourage de Buhari parle d'un retour progressif puisqu'il a besoin d'un suivi médical. Il pourrait donc à nouveau quitter le pays pour se faire soigner. En RDC, 2 experts de l'Union sont portés disparus depuis dimanche. C'est dans la région du Kasaï où sévit une rébellion depuis plusieurs mois. D'après le gouvernement congolais, les 2 hommes de nationalité américaine et suédoise ont été enlevés avec leurs 3 chauffeurs et leurs interprètes. Des éléments armés non encore identifiés leur ont tendu une embuscade. Les experts étaient chargés par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'enquêter sur les violations des droits de l'homme, sur les groupes armés et sur la circulation des armes. Depuis hier, une patrouille des casques bleus tente de retrouver les otages. Une enquête a été ouverte selon le gouvernement. RDC, toujours Etienne Tshisekedi, entre 2 tombes. Plus de 40 jours après son décès, les autorités du pays et la famille ne s'entendent pas sur le lieu où sera inhumé l'opposant historique. En début mars, son frère Gérard Moulumba avait annoncé que le corps de Tshisekedi ne sera plus rapatrié vers la RDC. La famille politique, elle, souhaite que le défunt soit enterré au siège de l'UDPS, son parti. Et les autorités congolaises ont choisi le cimetière de la Gombe au centre de Kinshasa où des travaux ont même déjà été lancés. En Centrafrique, l'État reprend le contrôle à Bambari. Le président Faustin Archange Touadéra l'a lui-même annoncé. La ville de Bambari a été sous la coupe des groupes armés pendant plusieurs années. Avec les violences survenues dans la localité, les 3/4 des services de l'État ne fonctionnent plus. Les groupes armés ont quitté Bambari il y a environ 2 semaines. Les autorités vont de façon progressive s'imposer. Pour commencer, une trentaine de gendarmes ont été déployés. Sornana Tambaye, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Franchement, vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Fraude sur l'électricité, c'est le sujet de point de vue aujourd'hui. Assemblée générale de la CAF, c'est jeudi. Issa Hayatou, c'est le président de la Confédération africaine de football. Il veut remplir, c'est cher Tidiane, le Sénégal semble lui apporter son soutien. Oui, ce sont un tout petit peu les propos nuancés du président de la Fédération sénégalaise de football. Issa Hayatou, à la tête de l'instance dirigeante du football africain depuis 1988, est candidat à sa propre succession, mais il a un concurrent, la personne du malgache Ahmad. Le vote est secret, mais le Sénégal, qui va être représenté par Augustin Senghor, président de la Fédération, semble en tout cas apporter le soutien du Sénégal
aux Camerounais. Nous l'écoutons dans cette interview qu'il nous a accordée. Je ne me permettrai pas de le dire dans la presse. Ce qui est important pour nous, c'est que tout ce qu'on fera à la suite d'une concertation qui a déjà été faite au sein du comité exécutif pour dégager une position, tout en étant en bonne intelligence avec nos autorités qui a des intérêts au plan international. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est qu'effectivement, si tout le monde convient que des changements sont nécessaires, cette élection tourne à d'autres enjeux qui ne sont pas des enjeux de développement du football, c'est-à-dire des positionnements politiques entre différentes instances que sont la Confédération africaine, la FIFA, mais aussi certaines fédérations qui aujourd'hui sont intéressées par la prise du contrôle de la CAF. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est fait est fait. Le président a été là pendant 28 ans. La seule chose qu'on peut lui reprocher, si on est honnête, c'est que tout le monde pense qu'il a été là depuis très longtemps, mais il a fait du bon travail. Et il faut qu'on respecte ce travail-là. Il faut qu'on fasse en sorte que, quelle que soit la manière dont il partira, que ça soit quand même en reconnaissance de tout le travail qu'il a fait et qu'on ne tombe pas dans les travers qu'a connu la FIFA. Il faudrait un changement en douceur et surtout qu'après lui, que ça ne soit pas le juge, qu'il y ait une transition douce où son successeur pourra être choisi par les fédérations africaines elles-mêmes, sans aucune influence de quelque sorte qu'elle soit. Maître Augustin Senghor, président de la FSF, juste avant son départ pour l'Éthiopie, où va se tenir donc ce jeudi l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football, c'est à Addis Abeba. 2 points au menu, l'élection du président de la CAF et le renouvellement des sièges du comité exécutif pour l'exercice 2017-2021. Antoine Diouf, notez que les Lionceaux finalistes malheureux de la CAN Junior de foot sont attendus à Dakar tout à l'heure. À 14h30 en provenance de la Zambie, les Koto Boys sont qualifiés au mondial de la catégorie en compagnie de la Zambie, de la Guinée et de l'Afrique du Sud. Le mondial se joue en Corée du Sud à compter du 20 mai 2017. La Ligue des champions en Europe, suite des 8e de finale ce soir. Un match indécis entre Leicester et l'FC Séville. Les Foxes, il s'agit de l'équipe anglaise, avaient remporté la manche aller sur un score étriqué de 2-1. Bonne option cependant pour la Juventus de Turin, vainqueur des Portugais du FC Porto 2-0 lors de son déplacement. La fin est prévue donc pour demain avec les rencontres devant opposés Atlético Madrid au Bayern Leverkusen, Monaco à Manchester City, le Real Madrid, l'FC Barcelone, Dortmund et le Bayern Munich sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Chertigan, on poursuit avec Gaston Beng. Dégoûté par la lutte, le promoteur décide de se retirer du moins momentanément de l'arène. Oui, le promoteur qui dit avoir assez perdu de temps dans l'arène, aussi de l'argent dans ces événements. Il compte encore, en tout cas, prendre un recul pour mieux se consacrer à d'autres activités et à sa famille avancée. Nous l'écoutons, c'était en marge de sa présence ce matin dans RFM Matin, animé par Babacar Fall. La lutte, j'ai mis un stand-by depuis longtemps, depuis 2 ans pratiquement. À part la parenthèse qu'on a fait l'année dernière avec Aziz Ndiaye pour le combat Yekini, Lac de Guerre 2. Mais pour moi, tout ce que je devais faire dans ce milieu-là, je l'ai fait. Je ne peux pas faire plus. La lutte, je l'ai trouvée dans un élan où il n'y avait rien du tout. En 1990, 91, 92, on organisait 1 à 3 combats par an. J'ai amené la lutte là où elle est aujourd'hui, modestie à part. J'ai mis les cachets à ce niveau. Tous les lutteurs étaient conscients de ma présence dans ce milieu. Mais en fin de compte, j'ai vu que ça ne m'apportait rien du tout. Les gens croyaient que j'ai gagné beaucoup d'argent dans la lutte, or que ça m'a créé que des problèmes, même au niveau de ma famille et tout. Donc, en fin de compte, j'ai décidé de me retirer. Je ne dis pas que j'ai arrêté, peut-être que seul Dieu sait l'avenir. Mais pour l'instant, je ne regarde même pas la lutte à la télé. Ah oui, vous en êtes arrivé à ça? À ça. Et pourquoi exactement? Oui, parce que je suis dégoûté. Je suis dégoûté, j'ai perdu beaucoup, j'ai beaucoup perdu et qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce milieu. Donc, j'ai préféré m'abstenir, attendre autre chose et réfléchir et voir. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Gaston revienne sur cette décision? Ça, Dieu le sait. Je ne dirai jamais, jamais. Voilà, donc à l'instant, Gaston Beng... cette émission animée par Babacar Fall. Il est dégoûté donc de la lutte. Ouais. Andy Basket à Pékin,
c'est une situation difficile avec un manque de moyens. Oui, leader du championnat, Pikine Handi Basket Club traverse des moments difficiles. Pas de terrain en bon état, encore moins de fauteuils roulants adaptés. Tout de même, Pikine Handi Basket ambitionne de remporter le titre. Salif Sow est allé à la rencontre de l'équipe. Voici son reportage. Pikine Handi Basket Club occupe la tête du classement. Les Pikinois ont dans leur compteur 4 victoires en autant de sorties. Le coach veut rester, dit-il, dans cette dynamique. On peut dire, parce qu'on est en train de faire du bon boulot, les joueurs, le staff, tout le monde. Et Handisport n'est pas actuellement très visible, très connu. On n'a pas de sponsor. Malgré la gratuité de l'entrée, le public se fait désirer lors des rencontres du club. Toutefois, l'état des terrains et les fauteuils font défaut. Et là, Matar Diallo, capitaine de l'équipe. Les terrains sont vraiment dégradables. C'est des terrains sur lesquels on ne peut pas pratiquer le vrai handi basket. Les fauteuils aussi, c'est les mêmes difficultés, parce que c'est des fauteuils déjà qui coûtent très cher. Bon, on peut dire sur 12 fauteuils, normal, non, on n'a que 2-3 fauteuils qui sont adaptés à la discipline. Le président du club interpelle ici les autorités locales de leur département, Cheikh Ndiaye. Présentement, nous sommes vraiment confrontés à de sérieux problèmes. Au moment où je vous parle, on n'a pas encore reçu de subventions. Qui dit déplacement, surtout déplacer des personnes handicapées sportives, c'est très compliqué. À l'image de Pikine Handi Basket Club, le comité national provisoire, CNP, non plus, n'a pas les moyens de sa politique sportive. Salif Sow, Pikine, Radio Futur Média. Salif Sow, on s'intéresse à présent au basket avec le tournoi de la zone 2 prévu à Bamako la semaine à venir. Le Sénégal qui s'entraîne à cet effet. Ce matin, ils ont été 18 sur les 22 convoqués par l'encadrement technique des Lions. Et nous y reviendrons avec Sodo Thiam, notre reporter dépêché sur les lieux. C'est fini cette page de sport, Antoine Dufay. Merci à vous. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, presse du jour. Presse du jour, Georges Detchediop. La plaidoirie du porte-parole du Khalif général des Tidjanes dans l'affaire Khalifa. Al-Amin charge Khalifa Sall et demande clémence en sa faveur. Les propos de Serigne Abdoulaziz Sy Al-Amin font la une de l'Observateur. Le maire de Dakar a commis trop d'erreurs. Et pour cause, le guide religieux révèle l'avoir instruit de ne pas faire de conférence de presse. Khalifa a trop vite parlé. Ses collaborateurs l'ont poussé à faire une sortie. Aujourd'hui, il est empêtré dans ses déclarations. Malgré tout, Al-Amin a saisi le chef de l'État pour le tirer d'affaire. Il dit avoir téléphoné à Macky Sall pour lui demander d'accorder le pardon à Khalifa Sall. Khalifa est des nôtres. J'ai dit à Macky Sall de le libérer rien que pour le nom de Khalifa qu'il porte. Les détails des confidences de Al-Amin à lire à la page 7 de l'Observateur qui rend compte d'une audience accordée au chef d'entreprise Babacar Fall du quartier Grand Thiès. L'AS aussi. Le journal titre Al-Amin intercède en faveur de Khalifa. L'AS rapporte que Serigne Abdoulaziz Sy Al-Amin a révélé qu'il est personnellement intervenu auprès de Macky Sall pour lui demander de faire preuve de mansuétude à l'endroit de Khalifa Sall. Nous avons demandé l'indulgence du chef de l'État sur le cas Khalifa Sall. Nous avons bien cité le porte-parole des Tidjanes. Et pendant ce temps, l'avocate de Khalifa Sall fait la une du journal Le Quotidien. Pour mon confrère Aïssata Tall Sall, qui a rendu visite hier à son client, trace la ligne de défense du maire de Dakar. Le Quotidien rapporte que maître Aïssata Tall Sall entend d'abord solliciter une liberté provisoire pour son client et n'exclut pas de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Elle veut aussi faire annuler le détournement de deniers publics. Ousmane Tanor Dieng, lui, a évité Khalifa, du moins si l'on en croit le journal Le Quotidien. Oui, le secrétaire général du PS a évité l'affaire Khalifa Sall lors de l'ouverture des travaux du Haut Conseil des collectivités territoriales. Cependant, précise mon confrère, Tanor a assuré que toutes les questions seront étudiées et sans tabou. Sans tabou sur l'affaire Khalifa Sall. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre des collectivités locales, dans un entretien accordé à l'Observateur, révèle que le conseil municipal n'était pas au courant que Khalifa Sall puisait 15 millions de francs CFA tous les 15 jours. Et dans le Témoin, Abou Abelkam assimile l'affaire Khalifa à un épiphénomène en marge des activités que le président est en train de mener. Dans un entretien à lire à la page 3 du journal Le Témoin, le président du collège de l'ARTP et responsable à Père à Matam semble en vouloir à la justice qui, à son avis, fait tort à leur régime en embastillant Khalifa Sall. Des nouvelles du directeur général du COUD, il doit être sur ses gardes. Direct Info a annoncé l'arrestation imminente de Cheikh Oumar Anne. Son dossier serait sur la table du procureur. Cela du fait de manquements graves dans sa gestion administrative et financière. Manquements décelés par le rapport de l'OFNAC 2014-2015 dont les termes sont contenus dans la livraison du jour de Direct Info. Mon confrère qui se pose la question suivante: coïncidence
ou agneau de sacrifice. En tous les cas, cela intervient au moment où le régime est accusé de faire du 2 poids 2 mesures suite à l'affaire Khalifa Sall. La fronde au PDS. Dans Vox Populi, l'ancien porte-parole du président Wade donne son avis sur le sujet. Serigne Mbacké pas du tout optimiste quant à une résolution rapide de la crise qui mine le Parti démocratique sénégalais. Le PDS, selon lui, s'est engagé dans une voie sans issue. Serigne Mbacké note que la ligne actuelle du PDS n'est plus celle du PDS originel et que la fraternité qui faisait la force du PDS n'est pas à l'intérieur du parti. Le PUDC, le quotidien national Le Soleil, consacre une large part de sa livraison du jour au programme d'urgence de développement communautaire. Enquête et reportage aux pages 11, 12, 13, 14 et 15. Le Soleil qui nous apprend que la deuxième phase du PUDC va démarrer au mois d'août prochain. Une annonce du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne lors de l'atelier régional sur la capitalisation du PUDC. Et vous savez quoi? Pour sa deuxième phase, le PUDC va bénéficier de 300 milliards de francs CFA. En sport, dans Vox Sport, le ministre des Sports, Matar Ba, se prononce sur la défaite des Lionceaux en finale de la CAN des U20 en Zambie et sur les pratiques mystiques dans la sélection. Et lutte avec frappe pour terminer, Balla Gaye 2, Gris Bordeaux, le promoteur Prince semble tenir le bon bout. Selon Sunulam, il ne lâche pas les négociations et confie que du côté de Guédiawaye, tout est OK et il a fait une offre de plus de 40 millions de francs CFA à l'écurie de face. Et que si tout se passe comme il le souhaite, Prince prévoit 2 face-à-face en Gambie et aux États-Unis. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur la fraude sur l'électricité. Quelle solution face au fléau? Il faut l'appeler fléau. Donc vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? De Sénélec. Bonjour Monsieur Sey. Bonjour Monsieur. 25 milliards de francs CFA par an, c'est ce que perd la Sénélec en ce qui concerne la fraude sur l'électricité. C'est énorme. Oui, comment en êtes-vous arrivé à ce degré de préjudice? Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur la fraude, qui est un fléau, comme vous le dites. 25 milliards, c'est beaucoup. Donc, en fait, je voudrais juste expliquer le phénomène des pertes. Parce que Sénélec, c'est une société de production d'énergie et de vente d'énergie. Donc, entre la production dans les centrales de Sénélec et la vente au niveau de la clientèle, il y a beaucoup de pertes. La première partie, c'est des pertes techniques qui sont connues parce que c'est mesuré. Oui. L'autre partie, ce sont les pertes non techniques qui sont au niveau de la clientèle. Donc ces pertes ont été, il y a une étude qui a été faite en 2011, scientifique, menée entre Supélec et Sénélec par un étudiant, qui a bien démontré scientifiquement que ces pertes non techniques, estimées avec l'étude de 2011, étaient de 40 milliards. Je dis bien 40 milliards pour les pertes non techniques. Et dans ces pertes non techniques, effectivement, il y a des pertes commerciales liées à la facturation, au comptage, aux imprévisions. Mais également, il y a une partie qui est liée à la fraude. Cette partie de la fraude, quand vous prenez 65% de ces pertes non techniques, on a de l'ordre de 25 à 26 milliards. C'est énorme, ça. C'est énorme, c'est un grand fléau, mais nous ne croisons pas les bras. Aujourd'hui, nous avons une stratégie de lutte contre la fraude. Est-ce que Sénélec a un système efficient pouvant aider à éviter la fraude sur l'électricité? Oui, ça veut dire pour lutter contre la fraude, il faut plusieurs arguments. C'est vraiment ce qu'on appelle la stratégie globale de lutte contre la fraude. Il y a des outils techniques, il faut fiabiliser les compteurs, il faut que les compteurs qui étaient à l'intérieur des maisons, il faut les ressortir à l'extérieur pour ne pas... C'est pas tous les clients qui s'adonnent, ça je voudrais vraiment le préciser. Oui. Tous les clients ne sont pas des fraudeurs, au contraire. Si on dit que c'est un chiffre d'affaires de 340 milliards, c'est parce que des clients ont acheté ces 340 milliards d'équivalent de kilowattheure. Ça veut dire que vraiment, quand on parle de fraude, c'est une partie de la clientèle, mais quand même qui porte un grave préjudice à la Sénélec et à l'État du Sénégal. Oui. Donc aujourd'hui, ce que nous avons comme stratégie,
c'est d'abord de sécuriser notre système de comptage, de les fiabiliser, de les moderniser, de les rendre non accessibles aux clients de manière générale. Ça, c'est l'aspect technique. L'aspect maintenant, l'autre aspect, c'est l'aspect légal. Oui. Je vous rappelle que l'État a voté une loi qui qualifie la fraude comme le vol de l'électricité. Oui. Ce n'est plus un aspect commercial. Quand vous adonnez à la fraude, oui, on ne peut plus parler de fraude, on parle de vol. Et je rappelle que c'est la même loi qui a qualifié la fraude de vol, qui a également renforcé le délit de vol de bétail. Très bien. Pour dire, oui, pour dire combien c'est grave ce que ça porte à la Sénélec et aussi à l'État. Parce que comme on le dit aujourd'hui, si les 25 milliards qui étaient volés étaient restés dans Sénélec, on pourrait même penser un jour à baisser le tarif ou bien le ramener ailleurs au niveau de l'État. Très bien. Vous gardez la ligne, on revient à vous tout à l'heure. Momar Ndao, président de la SCOSEN, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous analysez cette situation? Fraude sur l'électricité, chiffre effarant quand même. Oui, c'est effarant. Moi, je pense que c'est inadmissible. Hein. On ne peut pas vouloir avoir le beurre, l'argent du beurre et tout ce qui suit. Je veux dire qu'aujourd'hui, voler de l'électricité, c'est du vol. Voler autre chose, c'est du vol aussi. Mais moi, je ne suis pas encore tout à fait convaincu du montant donné par Sénélec. Vous pensez que c'est moins que ça ou bien c'est plus que ça? Bon, je pense que ça doit être moins que ça. À peu près combien? Bon, je n'ai pas l'évaluation exacte, mais je suis persuadé qu'il y a des pertes qui sont considérées comme de la fraude alors que ce n'est pas de la fraude. Je pense qu'il y a un problème donc de suivi sur le comptage. Bien sûr, vous savez, prenons ce qui s'est passé à Grand Médine. À un moment donné, les gens avaient vu que le comptage n'était pas du tout fiable. Oui. C'est ce qui avait fait que quand les gens ont changé les compteurs, les gens se rendaient compte que les montants qui leur étaient facturés n'étaient pas forcément les mêmes. Donc il y a un problème déjà sur le système, fiabilité du système de comptage. Bon, il y a aussi le fait qu'effectivement il y a des fraudeurs, hein, ça c'est la réalité, mais je pense que il y a aussi bien sûr la responsabilité des fraudeurs. Il y a des consommateurs qui sont fraudeurs, il y a des agents de Sénélec qui sont complices de fraudeurs, etc. Donc les industries, il y a des gens qui sont en train de consommer alors qu'ils ne sont pas dans le système. Donc tout ça c'est de la fraude. Et quelle solution justement pour éradiquer le mal? Bon, alors, même si on ne peut pas éradiquer totalement. Oui, c'est-à-dire que même dans les pays développés, il y a de la fraude. Si vous allez en France, il y a de la fraude aussi, du vol d'électricité comme on l'appelle. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses à faire. Il faut d'abord assainir le système, les branchements. Oui. Parce qu'il y a des branchements qui sont clandestins, qui ne sont pas repérés par Sénélec, donc ces gens consomment sans être vus. Oui. Il y a aussi le fait que certains sachants qui maîtrisent un peu les systèmes trafiquent un peu le comptage pour avoir donc des éléments qui sont en tout cas moins précis que ce qu'ils devaient être. Il y a des sachants aussi qui aident des gros consommateurs en leur faisant brancher directement sur le réseau une partie de leur installation. Oui. Hein, moyennant quelque chose, oui. Même de la maison. Hein. Oui. Alors donc je pense que ça demande aussi que Sénélec utilise des moyens beaucoup plus élaborés. Oui. Et pour pouvoir les voir parce que ce n'est pas visible tout de suite. On revient à vous tout à l'heure, oui. Voilà. Alors, Fallou Seye, pour terminer avec vous, fraude sur l'électricité, la Sénélec se plaint, mais en même temps, il y a des clients, des usagers de Sénélec qui se plaignent d'une certaine mauvaise facturation et parfois même c'est la Sénélec qui gagne. Que répondez-vous par rapport à cela? C'est vrai que nous pouvons dire que nous n'avons pas un système parfait à 100%. Mais vous reconnaissez que du fait d'une mauvaise facturation, le client perd? Non, ça veut dire quand dans ce cas-là, quand cette situation se passe, on la corrige. Et cette situation ne peut pas perdurer. N'oublions pas qu'un compteur ne s'arrête pas. Un compteur continue à tourner. Même si aujourd'hui il y a une erreur sur ta relève pour faire ta facture, la prochaine relève va compenser parce que la facture ne s'arrête pas.
Mais il peut arriver aussi des réclamations liées à un compteur. Mais dans ce cas-là, nous avons tous un processus qui vient contrôler le compteur. Et s'il s'avère que le compteur n'est pas juste, mais je précise que c'est rare que ça arrive, à ce moment-là, on change le compteur et on refacture le client. Comme dans tout système de facturation. Mais je vous dis que ça, c'est des cas vraiment minimes. On peut dire que souvent même le client ne sait pas, hein, parfois. Il ne sait pas que son compteur n'est pas bon. Oui, parfois, par rapport à la mauvaise facturation, il peut ignorer ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, même si le client ne réclame pas, nous avons un système de contrôle. Et actuellement, nous sommes en train de lancer le remplacement de l'ensemble des anciens compteurs par des compteurs numériques modernes. Ça nous permettra, s'il y a des compteurs qui sont en cours, de les corriger, mais s'il arrive qu'on trouve qu'il y a un client qui n'était pas bien facturé, ce client doit s'assurer que nous allons corriger sa facture. Quelle soit la durée? Il ne perdra pas. Très bien. Parce que nous, au niveau de ça, nous n'avons pas intérêt à surfacturer quelqu'un parce que nous ne sommes pas une société commerciale à 100%. Nos revenus sont contrôlés. Donc nous n'avons aucun intérêt à surfacturer un client. Mais je voulais juste préciser pour l'intervention de M. Ndao. Oui. J'en profite pour le remercier. Il connaît bien le système de facturation. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que pour terminer, le montant qui est annoncé, ça a été scientifiquement démontré. Et les problèmes de Grand Médine, ce que j'appelle les pertes commerciales, ce n'est pas de la fraude. Ça représente environ 35% des pertes non techniques. Donc ça, c'est bien pris en compte et ce n'est pas inclus dans notre estimation de fraude. C'est ça que je voulais préciser. Très bien, merci. Merci en tout cas, Faloussé. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial de Sénélec. Momanda, on termine avec vous. Faloussé a parlé de compteurs numérisés pour faire face au mal. Le système WEOFAL dans tout cela, il peut être un élément important dans la lutte contre la fraude sur l'électricité? Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on utilise donc des compteurs qui vont devenir de plus en plus intelligents. Et avec des compteurs de plus en plus intelligents, si vous tentez de les trafiquer, vous coupez carrément le compteur et il faudrait que quelqu'un de Sénélec vienne avec des codes pour pouvoir vous rebrancher. Et je pense que c'est déjà une approche, une excellente approche, déjà pour éviter de trafiquer les compteurs. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Maintenant, quand les compteurs seront maintenant en ligne, directement donc au niveau de Sénélec par le système des courants porteurs en ligne, à ce moment-là, donc on pourra avoir vraiment en temps réel la situation donc du fonctionnement des différents compteurs, leur consommation, et cela permettra de pouvoir gérer les alertes. L'autre élément important, c'est que il faut qu'il y ait plus de réactivité de Sénélec quand il y a une anomalie sur un compteur. Aujourd'hui, Sénélec a un système d'information qui lui permet automatiquement donc de voir qu'il y a une anomalie de consommation, par exemple, sur un compteur. Un compteur qui devait consommer 1000 kWh et qui consomme 100 kWh ou 200 kWh, automatiquement, il y a une alerte qui est donnée à Sénélec. De la même façon, on devait le faire pour les mauvais compteurs. Voilà, si Sénélec reste pendant très longtemps, donc cela lui cause des préjudices, mais en plus au consommateur. Parce que très souvent, il peut s'agir non pas d'une fraude, mais d'une panne du système. Et à ce moment-là, donc Sénélec attend plusieurs bimestres avant de venir faire une facture de rappel, ce qui pose toujours problème. Très bien. Momanda, merci. Je rappelle que vous êtes le président de la SCOSEN. C'est fini pour Point de Vue. La météo, avant de vous quitter, le ciel sera dégagé sur l'ensemble du territoire. La chaleur persistera sur les régions est et centre du pays, notamment sur la zone orientale où les pics de température maximale vont tourner autour de 41 degrés. Un temps relativement moins chaud sera noté sur Dakar et Cap Skirring où les températures maximales n'excéderont pas 28 degrés. Alors, la fraîcheur nocturne et matinale sera plus ressentie sur le nord-ouest et centre-ouest du pays avec des températures minimales qui seront comprises entre 18 et 20 degrés. C'est la fin de cette édition, je vous rappelle les titres. Chaude matinée à Kolda, les conducteurs de moto ont saccagé les locaux du commissariat central et barré différentes artères de la commune. Des cas d'enlèvement d'enfants, cela défraie la chronique des individus à bord de véhicules particuliers
tendent des pièges aux tout petits. Face au phénomène, les parents sont loin d'être rassurés. Khalifa Sall réagit à la déclaration de Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine. Je ne suis demandeur de rien, c'est ce qu'a rapporté un de ses proches, Barthélémy Diaz, sur RFM. Et puis une plainte contre le maire de Dieuppeul-Derklé Castor. L'association pour la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption en Afrique compte saisir la justice. Escroquerie et détournement d'objectifs, c'est ce qui est reproché à Cheikh Gueye. Ce dernier parle de diversion et d'enfantillage. Journal présenté par Antoine Diouf. À la technique, Vincent Mamadou Diop. Réalisation d'Abakar Fall. À la régie, il y avait Pape Omar Diaw. 13h, la grande édition à Wolof sera présentée par El Hadj Hassan Gueye. Tout de suite, Dialgati Chibar. Excellent.